Alors Marine, tu vas commencer avec un peu de légèreté, avec un petit questionnaire, c'est quoi que tu veux Un faire petit jeu, effectivement, un petit jeu, mais un grand quiz. C'est parti, on lance ça tout de suite. Alors bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième partie de journée qui promet d'être riche en rencontres, en informations, mais aussi en divertissement. On commence tout de suite avec un quiz sur le thème de l'espace et des océans. Un quiz auquel, je le disais, tout le monde va pouvoir participer, ici dans la salle, mais aussi chez vous, derrière votre écran d'ordinateur. Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran avec votre téléphone et vous pourrez ainsi télécharger l'application qui vous permettra de répondre en direct aux questions. Comme ça, on joue tous ensemble. Pendant que vous vous connectez, je vous laisse télécharger l'application. On va accueillir notre maître du jeu, celui qui va nous guider dans cette aventure spatiale et océanique, Fabien Lefebvre. Fabien, bonjour. Bonjour Marine, bonjour à tous. Vous êtes responsable du pôle Océan et Climat au sein du CLS, filiale du CNES. Ça veut dire quoi, CLS ? Alors CLS, c'est collecte-localisation satellite, créé en 86 pour observer les océans depuis l'espace. Donc voilà, vous êtes spécialisé dans le traitement des données satellites pour observer les océans. Ça nous sera évidemment très utile pour mener à bien notre quiz. Alors, sans plus attendre, si vous êtes tous et toutes prêtes et prêts, on y va pour la première question à vos téléphones. Alors, première question, qu'est-ce que l'altimétrie satellitaire? Alors, on commence déjà dans le dur du sujet. On a 4 propositions. Une technique pour mesurer la hauteur des océans, une technique pour mesurer la température des océans, une méthode pour calculer la salinité des océans ou bien un système pour compter les poissons dans l'océan. Il vous reste 1 seconde pour répondre. Ça y est, le temps est écoulé. Alors, on va voir un peu ce que vous avez répondu. Une technique pour mesurer la hauteur des océans. Fabien, je crois que c'est une bonne réponse. Bravo, 100% de réussite. Effectivement, une technique pour mesurer la hauteur des océans. Les satellites volent au-dessus de la Terre et les satellites altimétriques mesurent la hauteur entre les océans et le satellite. On connaît la position du satellite par rapport au centre de la Terre et on sent la différence des deux. On a la hauteur des océans. Donc ça veut dire que les océans n'ont pas tous la même hauteur. Comment ça se fait ? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui modifient en fait la hauteur des océans. Donc, on en a un petit peu parlé au cours de cette journée. Donc, effectivement, il y a la fonte des glaciers principaux qui sont le Groenland et l'Antarctique. Il y a aussi les phénomènes de dilatation thermique. Le Soleil ne chauffe pas l'eau au même endroit. Il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle. Enfin, les courants océaniques aussi transportent les hauteurs et les masses des océans. Et finalement, il y a aussi des phénomènes gravimétriques, on va dire subduction, c'est-à-dire montée et descente des terres émergées et des terres sous-marines. Plein de choses qui jouent donc sur la hauteur des océans. Je propose qu'on se dirige vers la deuxième question de ce quiz. Donc question 2, quel a été le premier satellite altimétrique opérationnel pour observer les océans? Encore une fois, vous avez une vingtaine de secondes pour répondre. 4 propositions, Sentinel-6, Topex Poséidon, Jason 2 ou Altica. Alors sans vouloir trop vous aiguiller, mais on a plusieurs choses quand même. Sentinelle, ça évoque un peu la surveillance. Poséidon, on se dit ça doit bien avoir un rapport avec la mer et les océans. Jason, Altica, le temps est écoulé. Alors Fabien, dites-nous. Alors, Topex Poséidon. Ah, on est sur du 50-50 au niveau des réponses. Donc il y avait un petit piège puisqu'effectivement ces 4 satellites existent, mais c'est bien Topex Poséidon qui, le premier, a été envoyé en 92 pour mesurer la hauteur des océans. Alors il faut savoir que c'est une superbe réussite scientifique et technique de coopération CNES, la France et NASA, les États-Unis, puisque à bord de Topex Poséidon, il y avait 2 senseurs altimétriques, un Topex américain, un Poséidon français. Et bien qu'on ait cru que le capteur américain allait l'emporter, c'est bien le capteur français qui l'a emporté et qui est donc le premier de toute une génération de capteurs altimétriques qu'on va retrouver sur les futurs satellites altimétriques dont on va parler par la suite. Cocorico, j'imagine que la mission a été quand même révolutionnaire. Qu'est-ce que ça a permis d'avoir comme information ? Alors, tout un tas d'informations. Donc déjà, ça a été une réussite technologique puisqu'il a été envoyé avec succès. Il a duré plus d'une dizaine d'années, alors qu'il n'était pas censé vivre aussi longtemps. Et il nous a permis d'avoir ces fameuses hauteurs des océans qui nous permettent d'avoir une connaissance tout à la fois de la hauteur dynamique, c'est-à-dire la hauteur instantanée, mais aussi des hauteurs qui nous permettent d'avoir la montée des océans dont on va parler ensuite. Alors, on passe tout de suite à la question 3. Le satellite Sentinel-6A, dont on a déjà entendu parler donc, dans la question précédente, héritier de Topex Poséidon, est lui aussi spécialisé dans l'altimétrie. Mais savez-vous avec quelle précision il est capable de mesurer la hauteur des océans? 2 à 3 cm, 2 à 3 mètres, 20 à 30 mètres ou de 100 à 300 mètres. Il vous reste 4 secondes pour répondre.
Alors Fabien, dites-nous, quelle est la bonne réponse? Eh bien, 2 à 3 cm, effectivement. C'est Bravo à la salle. impressionnant, en tout cas, cette précision, puisqu'il faut savoir quand même que Sentinel-6, qui est donc un héritage de Topex Poséidon et qui a à bord un capteur Poséidon, hein, justement, voyage, on va dire vole à une vitesse de plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres heure et à une hauteur de à peu près 1300 km d'altitude, et il est capable d'avoir une précision qui est infime puisqu'on est à 2-3 cm en précision instantanée. Alors 2-3 cm, c'est déjà extrêmement impressionnant comme niveau de précision. Est-ce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à détecter des variations plus fines dans la hauteur des océans? Alors, bien sûr que si, puisqu'en fait, ça, c'est la hauteur instantanée, mais il faut savoir qu'avec toute une algorithmie mathématique, la physique qui est derrière et autres, on est capable, en moyennant en fait toutes ces hauteurs, d'arriver à des précisions qui sont millimétriques. Donc on combine différentes sources de données pour le Complètement. Et juste pour conclure sur Sentinel-6, c'est vraiment une Rolls, ce satellite, puisque par rapport à tous les autres satellites, on calibre l'ensemble des satellites altimétriques par rapport à Sentinel-6, qui nous fait qu'en combinant, en faisant la fusion de données, on arrive à quelques millimètres de précision. C'est vraiment impressionnant. Je propose qu'on passe à la 4e question. On reste sur le thème de la hauteur des océans. Alors, d'après vous, quel est l'ordre de grandeur de la montée du niveau des océans sur les 10 dernières années? Est-ce qu'on serait plutôt autour d'une montée des océans d'environ 40 cm, 4 cm, 4 mm ou environ 14 cm sur les 10 dernières années? Vous avez encore une dizaine de secondes pour répondre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de montée du niveau de l'eau avec le changement climatique, mais est-ce qu'on se représente bien ce que ça... à quoi ça équivaut? Alors Fabien, dites-nous. Et donc 4 cm effectivement sur les 10 dernières années. 4 cm en 10 ans, ça veut dire environ 4 mm par an. 4 mm par an à l'heure actuelle de montée des océans. C'est une élévation qui n'est pas homogène sur la surface du globe. Complètement. Il y a certaines zones où en fait ça monte beaucoup plus vite et d'autres zones où ça monte un peu plus lentement. Pour vous donner un ordre de grandeur de l'impact que ça peut avoir, cette montée des océans, certaines îles dont on parle beaucoup dans l'océan Indien qui s'appellent les Maldives, c'est plus d'une dizaine de centimètres par décennie. Donc on va dire que sur les 30 dernières années, 30 cm. Pour des îles qui ont un point haut qui est de l'ordre du mètre seulement, vous pouvez vous rendre compte que, comme on le voit sur la photo, ils ont souvent les pieds dans l'eau jusqu'à peut-être malheureusement disparaître. C'est toujours le principe d'une moyenne. On a des choses très élevées, des choses plus basses. 3 à 4 mm par an, on peut avoir l'impression que ce n'est pas grand-chose. Ça a l'air tout petit et pourtant les effets sont bien réels derrière. Les effets sont bien réels, sont malheureusement réels, et comme on l'a expliqué ce matin, particulièrement au milieu côtier, si vous rajoutez en plus des phénomènes de tempête, de vent, de dépression, etc., on peut atteindre des hauteurs qui peuvent être dommageables pour tout ce qui est côtier et donc la survie en milieu côtier. Et donc on sait que dans le futur, le niveau de l'eau est amené à continuer de monter. Quelles sont les prévisions du GIEC à ce propos ? Donc le GIEC, ensemble de scientifiques mondiaux, dont on ne peut pas nier, je vais dire, l'exactitude en fait de leurs résultats. On a 3 scénarios. Donc le scénario qui est fameux accord de Paris, c'est-à-dire si le réchauffement climatique n'est pas de plus de 1,5 degré, on va quand même atteindre en fin de siècle une cinquantaine de centimètres. Si on continue à émettre, puisqu'on le dit depuis longtemps, des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère et donc qui fait accélérer la montée des océans, on peut arriver entre 50 et 1 mètre, 50 cm, excusez-moi, et 1 mètre en fin de ce siècle. Et si malheureusement on ne fait rien, on peut arriver à des scénarios catastrophiques où on aura l'ordre de 2 mètres. Alors évidemment, on espère qu'on n'arrivera pas jusque-là. On passe tout de suite à la question numéro 5. D'après vous, où se situent les plus grandes marées en France? Encore une fois, 4 propositions, à Nice, à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel ou à Biarritz. Alors quand on parle de grandeur d'une marée, c'est pas forcément la hauteur des vagues, c'est l'amplitude, c'est ça ? Complètement. Donc l'amplitude des marées, je le rappelle juste que les marées, c'est un phénomène cyclique, on va dire, qui n'a pas d'influence sur la montée des océans. Mais par contre, de jour en jour, vous l'avez tous vu, près des mers, près des océans, ça monte et ça descend. Alors on va voir la réponse à cette question. C'est au Mont-Saint-Michel, c'est ça ? Complètement. C'est quoi l'amplitude ? Alors l'amplitude en France, c'est-à-dire en général c'est aux équinoxes, en septembre ou en mars, les plus fortes marées, on peut atteindre 14 à 15 mètres. Et on le voit très bien sur cette photo. Là, on est à marée basse. Et on peut avoir marée haute. Alors juste pour la petite anecdote, on parle souvent de la montée des eaux durant les marées à vitesse du galop d'un cheval. Non, ce n'est pas 20 km/h, mais il faut savoir qu'au niveau du Mont-Saint-Michel, on peut atteindre des 5 à 6 km/h. Donc si vous vous baladez et que la marée monte, vous avez intérêt à marcher très très vite pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau. Mais on a quand même un petit moyen de s'en sortir si on n'a pas besoin de courir plus vite qu'un cheval quand même. Non, mais à éviter quand même. Écoutez les experts qui vous diront de ne pas y aller.
Alors, quel est le record mondial de marée? Parce que là, on a le record de France. Complètement. Alors le record de France qui est déjà un des records les plus importants, mais il faut savoir que c'est au Canada qu'ont lieu les plus fortes marées, où on peut atteindre dans la baie de Fundy, donc du côté est du Canada, des hauteurs de marée qui peuvent aller jusqu'à 18 mètres. 18 mètres. Donc finalement, 14-15 mètres, on n'est pas si loin du record, pas si loin que ça. record mondial. Alors on passe à la question 6. Justement, vu qu'on parle des records, quelle est la zone la plus profonde de l'océan? Alors on a 4 propositions: la fosse des Mariannes, la fosse des Maldives, la fosse sceptique ou le triangle des Bermudes. Alors là, on a peut-être un peu plus d'intuition sur quelles sont les mauvaises réponses. Il vous reste encore 5 secondes pour répondre. Beaucoup de fausses. Alors, Fabien, dites-nous. Et bien sûr, la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes. Alors, Bravo vous pouvez à nous en tous. dire un peu plus? Alors la fosse des Mariannes, c'est l'endroit que l'on pense être le plus profond, parce que malheureusement, on ne connaît pas aussi bien les fonds océaniques que l'espace qui nous environne ou que la Lune. Il faut savoir que la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique est en gros de 11 000 mètres de profondeur. Donc on le rappelle toujours, le point le plus haut, c'est l'Everest à 8 800 mètres. Et il faut savoir que les Mariannes, la fosse des Mariannes, vous mettez l'Everest et vous avez encore 3 000 mètres d'eau au-dessus. C'est énorme. Alors, comment est-ce qu'on sait que la fosse des Mariannes fait 11 000 mètres de profondeur? J'imagine qu'on n'a pas une très grande règle pour mesurer. Il y a une autre Non, manière? on n'a pas une très grande règle. Donc il y a plusieurs méthodes, mais en tout cas, une méthode qui a révolutionné la connaissance des fonds marins, c'est la méthode gravimétrie par satellite. Pour faire très simple, en fait, les hauteurs d'eau, ça fait du poids, vous le savez, un mètre cube d'eau, c'est une tonne. Donc la hauteur d'eau écrase un peu les fonds marins et modifie la pesanteur. Et les satellites qui sont capables de mesurer cette pesanteur, on va dire avec des algos mathématiques dont je ne vais pas parler ici, on est capable d'en déduire en fait la profondeur. Donc on peut deviner la profondeur sans avoir besoin même d'aller voir ou d'aller plonger dans l'eau. Exactement. Alors je dirais plus que deviner, c'est calculer. Tout Calculer, est scientifique. plus précis. On n'est pas au doigt mouillé. Pas de boule de cristal, non. Alors on passe à la question 7, qui est directement dans la continuité de la précédente. En quelle année l'être humain a atteint cette profondeur, la fosse des Mariannes? Alors encore une fois, une vingtaine de secondes pour répondre. 1910, 1960, on a une super illustration. 2010 ou bien jamais? Alors comme ça, première impression, 1910, je me demande si on avait les moyens technologiques pour le faire. On va voir la réponse tout de suite. Alors, Fabien, dites-nous. Alors, donc c'était 1960. Quand même, ça C'est remonte. Passé beaucoup de choses dans les années 60, effectivement. Donc oui, je vois les réponses, jamais. Et bien si, 2 personnes ont réussi à aller dans les années 60, au tout début des années 60, au fin fond des océans, avec un bathyscaphe, donc c'est un espèce de sous-marin renforcé, qu'on voit en photo Qu'est-ce ici. qu'on voit à l'image? Magnifique. Et avec 2 personnes à bord, un ingénieur suisse, Picard, et puis un officier américain de la marine américaine, Walsh, je crois. Et ils ont mis quand même 5 heures à descendre. Pour faire 11 km, ils ont mis 5 heures à descendre. Et ils sont restés quand même au fond quelques temps pour observer un truc phénoménal, c'est qu'il y a de la vie au fond des océans à 11 000 mètres. Sacrée baignade. On passe à la question numéro 8. Alors, d'après vous, combien existe-t-il de satellites d'observation de la Terre et des océans? À peu près, environ. On a plutôt 1000 satellites, d'après vous, 300 satellites, 10 satellites ou 15 000 satellites. Là, on a des ordres de grandeur qui sont assez éloignés. C'est vrai, on sait qu'on envoie pas mal de choses dans l'espace. Complètement. Précisément ce qui relève de l'observation. On va voir ça tout de suite. Je le rappelle, un satellite d'observation de la Terre qui permettent d'avoir une meilleure appréciation de l'environnement terrestre et marin. Alors, on va voir les résultats. Ah, on a 50-50. quand même pas mal de bonnes réponses. Donc, c'est C'est pas mal, c'est 300 300, effectivement. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près 300 satellites d'observation de la Terre. Alors, je vais parler spécifiquement pour les océans. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça, puisqu'on pense qu'il y a à peu près 11 000 satellites à l'heure actuelle qui volent au-dessus de la Terre et des océans. 300 satellites d'observation de la Terre, c'est quand même formidable, je dirais, pour observer au mieux les océans. Et donc, si je me consacre sur les océans, on est capable de mesurer des composantes comme la salinité, comme la température, comme les courants, comme les hauteurs, etc. Donc le satellite est un outil formidable pour avoir une vision globale et rapide de tout ce qui se passe à la surface des océans. Ce qui est extrêmement précieux quand on veut ensuite comprendre comment mieux préserver la planète, Absolument. et tous ces milieux. Pour bien comprendre, il faut bien observer. C'est classique, C'est mais indispensable. on le rappelle. On passe à la question numéro 9. Alors, d'après vous, quel est le 2e pays au monde en termes de surface maritime? Encore une fois, 4 propositions. La Chine, la France, l'Australie ou le Brésil. Alors, ce sont tous des pays qui ont une... Voilà, on sait, si on se représente un peu le planisphère, voilà, on en a une belle image.
On a quand même pris des pays qui avaient des façades maritimes, Bien sûr. heureusement. Mais laquelle Et donc, est la deuxième, pas la première? pas la On première. va voir les résultats. Alors, et La oui, France, bravo. Cocorico, la France, effectivement, Alors, quelle est l'étendue de cette... complètement. Donc, ce qu'on appelle en fait les ZEE, les zones économiques exclusives, ce sont des zones où les pays ont accès et doivent le gérer. Et donc, la France, bien qu'étant un pas très grand pays, a énormément d'îles éparses, que ce soit dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique, ce qui fait que notre ZEE est de l'ordre de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait la deuxième ZEE au monde, derrière les La États-Unis, qui première, en ont 12 millions. Les États-Unis derrière. Juste à 1 million de... À 1 million près, d'écart. exactement, sachant que les États-Unis, en plus, ils ont quand même toute leur côte est et ouest, plus l'Alaska. Donc la France, on a vraiment, vous le voyez sur cette image, là, en jaune, orange, une étendue économique qui est assez impressionnante. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la France, c'est à peu près 500 000 kilomètres carrés, 11 millions, on est une ZEE qui fait 20 fois la France. C'est énorme à surveiller, et on voit là tout l'intérêt du satellite, justement, pour surveiller cette zone maritime. Et la France, en tout cas, la surveille et tente de la protéger au mieux. Alors, on passe tout de suite à la question numéro 10. En quelle année a été lancé le tout premier satellite d'observation de la Terre? Donc, on en a parlé tout au long de ce quiz, mais la date précise. Donc, 4 propositions, 1950, 1960, 1970 ou 1980. Tranche à chaque fois de 10 ans. Il y a moyen de se tromper si on n'a pas l'information exacte. C'est pas grave, il faut répondre quand même. Complètement. Alors, quelle est la bonne réponse? Bon, j'ai un peu aidé tout à l'heure en disant qu'il s'était beaucoup passé de choses dans les années 60. Dans les années 60. Et effectivement, Ouais. en janvier 60, je ne me souviens plus exactement du jour, les Américains, la NASA, a lancé le premier satellite d'observation de la Terre, que l'on voit ici, TIROS, qui était un satellite qui permettait en fait de voir la couverture nuageuse. Et donc, c'était le tout premier satellite qui permettait de voir non pas les nuages d'en bas, mais les nuages du dessus, et d'avoir une vision globale qui permet d'améliorer en fait les modèles climatiques et d'avoir une meilleure information sur la précision de la météo et du climat. Si je dis pas de bêtises, il n'a pas fonctionné très longtemps, ce satellite. Il n'a pas fonctionné très longtemps, de mémoire, c'est que 78 jours, mais c'était quand même un franc succès, parce que c'est quand même le premier qui a été envoyé, il a quand même fonctionné, et comme on l'a dit, il y en avait un en 60, il y en a plus de 300 à l'heure actuelle, donc c'était une belle réussite scientifique et technique qui a eu des suivis. Et aujourd'hui, les données météorologiques qu'on peut consulter au quotidien, elles s'appuient sur des données satellites. Complètement, il y a énormément d'informations qui sont issues des satellites, que ce soit pour la météo ou pour l'océano. Alors, on passe à la question numéro 11. Sans parler des satellites d'observation, cette fois-ci, la France a lancé son tout premier satellite en novembre 1965. Alors, quel était son nom? Idéfix, Ordre Alphabetix, Astérix ou Obélix? Je vous laisse deviner. Tous de la même franchise. Exactement, qu'on aime tous, en Voilà. tout cas moi. Alors, quelle est la bonne réponse, Fabien? Bon, c'était simple, effectivement, Astérix. Très bien, on a une bonne réponse de la part de la salle et des gens qui nous regardent. Donc, non prédestiné, effectivement. Énorme succès français, énorme succès du CNES. Ah, superbe image que je n'avais pas vue moi-même. Ça me rappelle des choses, effectivement. Donc, envoyé en 1965 par une fusée française, Diamant, je ne sais plus combien, Diamant 1 ou 2. Diamant A, je crois. Diamant A, voilà. Donc, double succès. Une fusée qui a envoyé le premier satellite dans l'espace, qui n'avait qu'une fonction, entre guillemets, mais c'est déjà beaucoup, montrer qu'on pouvait envoyer des satellites dans l'espace. Donc, en fait, à l'intérieur, il y avait beaucoup de capteurs pour vérifier que la fusée lancerait bien, cette fusée lancerait bien les futurs satellites dans de bonnes conditions. Il faut bien faire des tests Complètement. pour avancer. Complètement. Est-ce que vous savez à peu près quelle était la taille ou le poids de ce satellite? Il n'a pas l'air très très grand. Alors, je pense que finalement, les proportions ne sont pas si mal sur ce dessin. Effectivement, de mémoire, c'est une quarantaine de kilos. Je crois que c'était un espèce de petit cube, alors pas un cube, mais une sphère de 50 cm sur 50 cm. Donc, pas très très gros, mais on peut en mettre des choses quand même dans des boîtes de ces dimensions. C'était le premier d'une longue série. Complètement. Eh bien, on arrive à la fin de ce quiz. C'était la dernière question. Merci beaucoup, Flavien, pour vos précieux éclairages. Merci beaucoup à vous tous d'avoir joué le jeu.